Chers téléspectateurs de Canal Éducation, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre émission Feuille d'Histoire. Feuille d'Histoire reçoit aujourd'hui un invité de marque, un grand monsieur que nous allons découvrir ensemble avec vous tout à l'heure. Alors, parce que naturellement, comme on dit souvent, il y a des voix qui n'informent pas seulement, elle éclaire et donne du sens. Aujourd'hui donc, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Boucar Martin Faye, pour qui, en tout cas les gens de ma génération, ont un immense respect, j'allais dire, parce que cette voix grave, calme, qui a fait qu'on la recouvre aujourd'hui avec beaucoup de délectation, j'imagine, et aussi beaucoup d'émotion. On dit souvent un grand journaliste ne vieillit pas, il devient une archive vivante. Et assurément, vous l'êtes. Comme l'école a besoin de maîtres, la nation aussi a besoin de journalistes chevronnés. Donc vous êtes tout simplement, comme qui dirait, un monument du journalisme africain et sénégalais. Ça, assurément, tout le monde est d'accord. Maintenant, la question est de savoir pourquoi parler des communautés ethno-linguistiques, parce qu'il va nous en tenir aujourd'hui sur un sujet intéressant, les nons, les CRR non. Mais pourquoi en parler à l'antenne? Parce que justement, nous considérons que l'école, la nation, c'est dans l'école, oui, c'est à l'antenne, j'allais dire que l'école, la nation et la paix se jouent. Parce que l'enjeu, justement, c'est de comprendre l'autre, de le tolérer, de mieux le connaître pour mieux vivre ensemble avec lui. Bonjour, Monsieur Martin Faye. Bonjour, Monsieur Bey. Vous tolérerez certainement alors l'émotion qui étreint ma voix, hein, parce que nous en face, comme je dis, d'un grand monsieur. Et qui, peut-être, n'avons pas peut-être la prétention de vous interroger, c'est juste d'échanger avec vous. Nous allons échanger. Très bien. Et qu'est-ce que ça vous fait de retrouver un plateau de télévision après tant d'années d'exercice? Oui, je crois qu'il y a très longtemps que je ne suis pas monté sur un plateau de télévision. Aujourd'hui, je le fais avec grande joie pour deux raisons. Parce que la première, c'est que je suis du métier et c'est toujours gratifiant de retrouver sa culture médiatique, sa culture journalistique à travers les outils d'information, de communication. Aujourd'hui, nous sommes à Canal Éducation. La deuxième raison, c'est que je retrouve une structure du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal. Je retrouve le monde enseignant. Et très souvent, quand je rencontre les gens, ils cherchent. Ils me désignent d'abord comme un enseignant, ce dont je suis fier. Cela veut dire que ce que j'ai pu faire modestement pendant ma carrière de journaliste est assimilable à une mission d'éducation, à une mission de renforcement des capacités des élèves lycéens et collégiens du Sénégal, et que l'on me compare à un enseignant ou qu'on se trompe sur ma vraie nature de par mes fonctions au point de me présenter comme un enseignant, j'en suis vraiment fier et c'est pour cette raison que je suis heureux d'être avec vous sur votre plateau. Mais je crois que vous avez lâché le mot, parce que pour un enseignant, vous l'êtes. Parce qu'en parcourant votre CV, je me suis rendu compte que finalement, M. Faye a pratiquement passé plus de temps dans l'enseignement que dans le journalisme finalement. Exact, en tout cas autant de temps. Je me suis beaucoup investi dans la formation et notamment la formation des journalistes dans les écoles de formation ou dans d'autres programmes pendant pratiquement une vingtaine d'années. Donc autant d'années que
celle que j'ai passée à la RTS. Mais justement, et vous êtes de la promotion 79 avec de grands noms, Ibrahima Souleymane Ndiaye. Exact, oui, c'est la 7e promotion du CESTI. Ibrahima Souleymane Ndiaye, qui a été mon collègue à la RTS et qui a occupé les fonctions de directeur de la télévision nationale. Il y a Babacar Touré, le parrain de la maison de la presse du Sénégal. Également Mamadou Koumé, enseignant-chercheur, qui a dirigé l'agence de presse sénégalaise. Fatoumata Sow aussi, qui enseigne à l'université du Sine Saloum et qui a créé Manoro FM, la radio des femmes, qui émet à Dakar vers le jet d'eau. Voilà les Sénégalais. Il y a bien sûr ceux qui nous ont quittés, comme Ibrahim Fall, qu'on appelait Petit Chef. Et ensuite, beaucoup de confrères un peu partout en Afrique. Nous sommes en contact régulier via les réseaux sociaux, au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin et même en Afrique centrale, puisqu'à l'époque, la formation regroupait tous les étudiants journalistes, soit du CESTI de Dakar pour l'Afrique de l'Ouest, soit les CJ de Yaoundé pour l'Afrique centrale. Très bien. Ce petit tour déjà est même peut-être perçu comme une présentation, mais nous allons tout simplement sacrifier un peu à la tradition. Donc votre profil professionnel, alors vous présente comme un expert chevronné avec plus de 40 ans d'expérience dans le paysage médiatique africain, spécialiste de l'implantation de radios communautaires et du journalisme en zone de crise. Donc, comme nous l'avons dit, vous avez fait 20 ans à la radio-télévision sénégalaise, à la RTS, 17 ans au sein de la Fondation Hirondelle, une ONG suisse, en tant que représentant, n'est-ce pas, de pays en RCA, en RDC, en Guinée, au Mali. Vous êtes un expert reconnu en formation de la relève journalistique et en ingénierie de projets médias pour le développement. Maintenant, dans le domaine de l'expertise, vous êtes assurément un expert en transfert de compétences et renforcement des capacités institutionnelles. En expérience professionnelle principale, vous avez donc servi à la Fondation Hirondelle, comme je l'ai dit. Vous avez été représentant de pays experts seniors au Mali, en Guinée, en République centrafricaine, dans le cadre, n'est-ce pas, alors, de ces activités. Vous avez été aussi, vous l'êtes jusqu'à présent, je pense bien, consultant indépendant. Vous êtes donc, vous avez intervenu en tout cas dans le cadre de l'élaboration du plan de communication du secrétariat G5 Sahel. Ouais. Ensuite, dans la direction des programmes d'installation de radios communautaires dans plusieurs pays, 15 en l'occurrence, 15 pays francophones. Mais ce qu'on retient aussi surtout, pour résumer, vous êtes aussi ambassadeur de la culture non, ce qui nous vaut d'ailleurs cet entretien d'aujourd'hui. Alors, apparemment, c'est un sujet qui vous passionne. Mais oui, je suis passionné par ma culture, ma nature de nonne, et je suis, comme tant d'autres, à la découverte ou redécouverte de mes racines. Et c'est comme ça, il y a le FESCOUN, Festival de la culture nonne, qui se tient tous les 2 ans. Et lors de la première édition en 2016, j'ai reçu cette distinction, en même temps cette mise en mission, en me décernant le titre d'ambassadeur de la culture nonne. Nous étions 3. Il y a Pierre Claver-Pouy, un enseignant à la retraite, et il y avait également Maringo Ndione, que tout le monde connaît, qui est une figure des nonnes, une diva de la musique sénégalaise, et moi-même. Donc nous étions 3 à avoir reçu le titre d'ambassadeur de la culture nonne, et pour moi, je l'ai dit, c'était une mise en mission. Mais vous êtes donc en permanence en immersion dans cette culture, dans cette cosmogonie, j'allais dire. Voilà, je suis en immersion, je fais beaucoup de recherches, j'écris beaucoup également, et je partage ce que je découvre dans le milieu non, que je parcours, dans lequel je vis, j'allais dire, depuis l'enfance. Très bien. Ça nous mène justement donc à parler des noms, c'est-à-dire de leur origine, n'est-ce pas, de leur peuplement, et surtout pourquoi le mot non. Alors, c'est une bonne question, parce que le mot non
est aujourd'hui remis en cause, depuis longtemps d'ailleurs, mais cette année a été l'occasion de revenir, j'allais dire, à la genèse. Le mot non, c'est le mot wolof pour dire ennemi. C'est mon bagn, c'est mon non. Et ça vient simplement, on pourra y revenir, Absolument. de nos différends avec les royaumes wolofs qui étaient nos voisins, notamment le royaume du Cayor, voilà, avec qui nous n'avons pas toujours été en bonne intelligence. Et c'est pourquoi le royaume du Cayor nous a donné ce surnom. C'était par rapport à ce tempérament fougueux, farouche, j'allais dire, qu'avaient les nonnes pour défendre le territoire. Vous savez que pour partir du Cayor et aller dans la presqu'île du Cap-Vert, il fallait traverser la zone de Thiès qui était peuplée par les nonnes et ça ne se passait pas toujours bien. Il y avait Cagne, par exemple, qui a donné le nom à le Cagne, voilà, qui exigeait que les marchandises, les voyageurs qui passaient devaient payer un péage, un droit de passage. Et de là, le mot non a été forgé. Sinon, de plus en plus, nous revenons à l'appellation originelle Safi-Safi. Mais nous sommes fiers de porter l'appellation non, parce que ça renvoie à nos origines et à notre tempérament. Très bien. Je crois qu'il y a une déconstruction à ce niveau-là qui est en train donc d'être faite. Maintenant, mais les origines, quelles sont les origines? Alors, les origines des nonnes, on en a parlé récemment dans la mouvance de la célébration des fêtes de l'indépendance que Thiès a abrité. Quelques jours avant le 4 avril, il y a eu un colloque sur la ville de Thiès, les origines, l'avenir, le potentiel, etc. Et bien évidemment, c'était l'occasion de parler du peuplement. C'est à cette occasion d'ailleurs que le professeur Thioub, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop, a évoqué la figure des nonnes et le fait que ce sont les premiers occupants du terroir, de la zone. Comme on dit en Wolof, vous savez, il y a les autochtones et il y a ce qu'on appelle les Reytchep. En Wolof, Reytchep. Mais nous sommes les fils authentiques. Tous ceux qui sont venus après, ce sont des Reytchep, ils nous ont trouvés à Thiès. Pour répondre à votre question sur les origines des nonnes, il est essentiel de distinguer, j'allais dire, la légende, le récit mythique de la réalité historique, une réalité documentée par des chercheurs et par des historiens. L'itinéraire des nonnes s'inscrit dans la grande migration des Sérères, mais avec des spécificités liées au massif de Thiès. Comme l'ensemble du bloc sérère, les nonnes tirent leur origine lointaine de la vallée du fleuve Sénégal, précisément du Fouta Toro. Vous savez que nous sommes partis d'Égypte, les Sérères, un bloc. Arrivé au Fouta Toro, on s'est installé. Avant le XIe siècle, les ancêtres des nonnes vivaient aux côtés des populations Peuls et tout couleur, et ils formaient une société de paysans, d'éleveurs. C'est la période de la cohabitation. Dans l'entente, dans la promotion du vivre ensemble, dans le bon voisinage, dans la coexistence pacifique. Mais il est arrivé une rupture. Cette rupture, c'est l'arrivée de l'islam avec les Almoravides, ceci vers les années 1040, au XIe siècle. L'islam et les Almoravides ont provoqué un schisme. Et nous, Sérères, avons refusé d'abandonner nos croyances traditionnelles, donc de se convertir à l'islam et d'abandonner notre mode de vie. Et nous avons alors entamé une longue descente vers le sud, quitter le nord du Sénégal où on a encore des vestiges de notre présence. Absolument. Les Sérères du Sine et du Saloum ont continué vers le sud-est et le groupe dont sont issus les nonnes a bifurqué vers l'ouest et le centre-ouest. C'est le groupe Tchangin.
Les migrants ont d'abord traversé les terres du Jolof. Certains se sont installés durablement dans le Cayor avant que celui-ci ne devienne un royaume centralisé. Et au fur et à mesure que les royaumes wolofs se structuraient, les groupes plus attachés à leur autonomie, donc les Nones, les Safènes, les Ndoutes, les Palors, ont cherché des zones de refuge naturels. Et ce refuge, c'est le plateau de Thiès. Quand vous venez de Dakar, vous voyez une chaîne de collines. Et derrière ces collines, c'est la ville de Thiès, le plateau de Thiès. C'est ici que l'itinéraire devient spécifique aux Nones. Nous avons fait le choix, nos ancêtres ont fait le choix d'une barrière naturelle. Ils ont été attirés par le relief accidenté du plateau de Thiès et du massif d'Aloukagne. Ce relief offrait une protection stratégique contre la cavalerie des royaumes de plaine. Et les Nones se sont donc fixés sur les hauteurs. Ce sont les villages que vous connaissez, Thiès-Non, Gent, Diakhao, Sapko, Djoum, Silmang, etc. Ce choix n'était pas seulement géographique, il était identitaire. Les Nones ont tenu à s'isoler pour préserver la langue et la culture, les rites, et ils ont refusé un système de caste hiérarchisé que l'on rencontre chez nos voisins wolofs. Chez nous, il n'y a pas de caste. Okay. Voilà. Donc, nos origines, résumées, c'est un peu ça. Oui, oui, parce qu'en réalité, le mot Serer, d'après le professeur Aboubakr Moussalam, c'est un mot égyptien qui signifie alors cela qui appartenait à la caste sacerdotale. Exactement. Donc, si vous dites dans votre itinéraire, vous avez dû quitter alors le Tekrour, n'est-ce pas, vous avez dit la vallée, pour refuser d'abandonner alors vos pratiques, je crois que ça se comprend bien parce que déjà, appartenir à une caste sacerdotale de l'Égypte antique, ça veut dire beaucoup de choses. Exactement. Très bien. Maintenant, vous avez tout à l'heure donc vous parlez de déconstruction parce que ça procédait simplement d'une caractérisation qui, ma foi, est un peu négative. Si on passe ça à la loupe. Mais vous parlez tout à l'heure des Palors, des Ndoutes. Vous êtes du même rameau. Quelles sont les différences et quelles sont les ressemblances? Il y a ce qu'on appelle dans le classement de l'ethnie Serer, il y a le groupe Tchangin. Le groupe Tchangin, vous le trouvez quasi exclusivement dans la région de Thiès. Dans la région de Thiès, c'est le département de Mbour, le département de Thiès et le département de Tivaouane. Et le groupe Tchangin est composé de plusieurs sous-groupes. Il y a les Nones, les Safènes, les Ndoutes. Les Ndoutes, c'est toute la zone de Morolan. Et les Palors, c'est sensiblement la zone de Pout actuellement. Voilà, ces 4 groupes forment une bonne partie du groupe Serer, la majorité des Serer étant ceux du Sine, que vous connaissez bien. Et il y a entre nous des différences dialectales. Par exemple, entre les Nones et les Safènes, on arrive à se comprendre. Entre les Ndoutes et les Palors, ils arrivent à se comprendre. Mais voilà, nous sommes localisés géographiquement dans la région de Thiès. Et pour revenir sur les Nones, je n'ai pas pu avoir les statistiques parce que le dernier recensement général de l'habitat et de la population, pour des raisons liées à notre désir de vue commune, n'a pas spécifié pour chaque ethnie, chaque communauté le nombre, mais nous estimons aujourd'hui que les Nones forment un groupe entre 35 000 et 50 000 Nones. Très bien, puisque ça relance d'ailleurs le débat sur un peu la menace sur la langue, parce qu'on se rappelle, en 1996, lorsque Ndefleng a vu le jour, c'était juste pour la défense de l'identité sérère. Exact. Et après, il y a même quelques anecdotes croustillantes, les gens n'arrivaient pas à se comprendre. C'est exact. Tout simplement, il y a des variantes dialectales, comme vous dites. Ouais. Et un groupe, par exemple, comme les Palors,
un de mes invités me l'a rappelé, est menacé parce que le nombre de locuteurs ne cesse n'est-ce pas, de décroître. De décroître. Est-ce que ce phénomène-là est observable? Mais justement, j'allais vous dire que toutes les langues des groupes Tchangin sont des langues menacées. Moi-même, je l'ai dit, au festival où j'étais parrain et où on m'a donné cette distinction d'ambassadeur de la culture non, j'avais attiré l'attention dans ma prise de parole sur cette menace qui pèse sur la langue. Il y a de moins en moins de locuteurs. Cela pour plusieurs raisons. Il y a par exemple l'islamisation. Les nonnes voulaient retrouver musulmans ou chrétiens catholiques. Qu'est-ce qui se passe avec l'islam? Avec l'islam, mes cousins musulmans considèrent que la langue nonne est une langue de païens. Et ils ont enlevé l'habit de païen pour revêtir un habit de lumière. Et l'habit de lumière, c'est la langue wolof et les pratiques de la langue wolof et de l'islam. Du côté des chrétiens, c'est encore pire. C'est encore pire. Moi, je suis chrétien catholique. Qu'est-ce qui se passe avec les catholiques? Jusqu'à présent, on n'a pas pu... les prières de la messe, les prières courantes catholiques n'ont pas été traduites en langue non. Donc nous prions ou en français ou en wolof. Et donc, la maîtrise de la langue s'effrite. Et l'autre raison également, c'est bien sûr le métissage des couples qui ne parlent pas la langue. Par exemple, le père est non, la maman est d'une autre ethnie, donc les enfants, ils vont adopter le wolof comme langue. Et pour toutes ces raisons, il y a une menace d'extinction. On pense que si rien n'est fait, d'ici à la fin du siècle, il y aura pratiquement encore très peu de locuteurs et dans un siècle environ, ces langues devraient disparaître. Heureusement qu'on a réussi à les codifier avec les autorités, tout le programme pour les langues nationales. Donc maintenant, c'est des langues écrites, c'est des langues qui font l'objet de recherche, mais jusqu'à présent, on n'a pas réussi à publier un ouvrage en langue. Très bien, mais je crois que c'est un travail énorme qui attend donc la communauté scientifique non. C'est un travail énorme, on s'y attelle. Pour ma part, j'ai une hypothèse sur laquelle je travaille. C'est l'hypothèse selon laquelle une radio communautaire qui émettrait quasi exclusivement en non peut être un moteur pour réveiller les consciences et donner une nouvelle vie à cette langue. Mais on raconte souvent dans les coulisses, Senghor, en tant que président CRR, lors de la conférence de 71, quelque chose comme ça, avait lâché une boutade comme ça en Wolof. Est-ce qu'on n'arrive pas, on n'assiste pas à cela finalement? Mais on assiste à ça, simplement, à mon avis, de mon point de vue, par la force des choses. Au Sénégal, nous avons, et c'est une chance, une langue qui unifie le pays, c'est le Wolof. À un moment donné, j'ai connu des adversaires, j'allais dire, de cette situation qui parlaient d'un impérialisme wolof. Mais non, le wolof, c'est une langue qui relie les Sénégalais entre eux. C'est une langue de communication sociale. Il faut l'adopter pour pouvoir dialoguer, communiquer entre Sénégalais, mais à l'intérieur de nos communautés, retrouver notre identité. Or, vous allez aujourd'hui dans la plupart des villages non, la langue dominante, c'est le Wolof, ce n'est plus le non. Je crois que dans le cadre de la NITE, dans le cadre de la refondation curriculaire, je crois que, en tout cas, une attention particulière doit être donc portée sur cette langue-là. Absolument. Et pas seulement sur le non, mais sur le Nout, le Palor, le Safen. Ce sont des langues de groupes minoritaires qui se laissent happer par le milieu social et qui n'érigent pas
des défenses, des protections pour la sauvegarde de la culture et de la langue. En tant qu'ambassadeur, je crois que vous avez un énorme défi. Voilà. Donc maintenant, parlons un peu de l'organisation sociale des nonnes. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une sorte de démocratisme, je ne sais pas, de démocratie centralisée. En tout cas, il n'y a pas de caste dans la société nonne. Non. Qu'est-ce qui explique cela? Nous n'avons pas, vous n'avez jamais entendu parler de royaume non, ni de roi non. Nous avons une organisation administrative et sociale qui met en avant les lamans. Les lamans, c'est les chefs de village qui gèrent le village, mais il n'y a pas de royaume non. Encore, il y avait des provinces. Les 4 provinces non, il y a le Tianguin, Thiès, vraiment. Ensuite, vous avez le Padé. Padé, c'est le mot non pour désigner Fandène, qui est une des provinces. Et les 2 autres provinces, c'est le Sawi. Sawi, c'est pratiquement toute la zone, quand vous quittez Thiès pour aller à Tivaouane, tous les villages jusqu'à Lamlam. Okay. Et ensuite, vous avez le Léhar, la zone de Pambal. Ce sont les 4 provinces non. Mais il n'y a jamais eu à la tête de ces provinces des rois ou des chefs reconnus par l'ensemble de la communauté. Chacun est chef chez soi. Et c'est le laman qui gère la communauté. Et il n'y a pas de caste. Tout le monde est homme libre. Il arrive, on peut trouver des communicateurs traditionnels, des griots dans certains villages, mais ils viennent d'ailleurs. C'est des gens qui ont migré et qu'on a accueillis dans le village. Mais à l'origine, ce n'étaient pas des noms. Ils ne sont pas donc noms de souche. Très bien. Maintenant, comment ils ont embrassé l'islam et le christianisme? Mais alors, embrasser l'islam, c'est simplement le voisinage, par le voisinage notamment Olof, le voisinage des marabouts. Ça s'est fait, j'allais dire, de manière naturelle. Ensuite, du côté du christianisme, c'est surtout Thiès qui est concerné avec l'arrivée des missionnaires, notamment la congrégation des pères du Saint-Esprit. Vous avez vu la très belle cathédrale qu'ils ont construite à Thiès. Mais ça s'est fait également sans violence. Sans violence. Chacun, par exemple, on nous raconte, moi j'étais probablement jeune, mais nos grands-parents, quand certains ont partagé leurs enfants entre les 2 religions. Donc vous pouvez avoir 2 frères ou 2 sœurs de même père et même mère. Il y en a qui deviennent musulmans et puis les autres vont apprendre le catéchisme et se faire baptiser catholique sans que ça pose problème. S'il y a une qualité dans la communauté non, c'est vraiment cette cohésion sociale par-delà les religions. Par-delà les religions. Nous n'avons jamais connu de crise de cet ordre-là, des tiraillements. Voilà. Une fille catholique peut aller épouser un musulman, se convertir, c'est dans l'ordre des choses, il n'y a jamais eu de problème. Je crois que c'est ça aussi qui explique un peu d'ailleurs cette menace sur le nombre de locuteurs, parce qu'on dit naturellement que l'ethnicité est très ouverte. Ouais. Très bien. Maintenant, parlons un peu sur les patronymes les plus courants. J'étais même surpris de voir que votre nom commence par Boucar. Et... Voilà. Alors, chez nous, ça, c'est pas seulement non, c'est chez tous les Sérères, on a toujours un nom, j'allais dire canonique, que ce soit musulman ou chrétien, et ensuite un nom indigène, si je peux le dire ainsi. Absolument. Moi, je m'appelle Boucar. C'est différent de Boubacar ou de Babacar, etc. C'est un nom authentiquement sérère, Boucar. Voilà, je m'appelle Boucar Martin Faye. Comme d'autres peuvent s'appeler, je ne sais pas, Rosalie, Ndeu, Tine, etc. Nous avons toujours cette double dénomination dans l'ordre de notre baptême. Donc un nom musulman, un nom chrétien
et à côté un nom authentiquement non. C'est comme qui dirait de l'enracinement de l'ouverture, quoi. Exactement. En vérité, quoi. Exactement. Et maintenant, voilà, l'onomastique donc sérère, quels sont, à part Boubacar, quels sont, par exemple, on vous a entendu parler tout à l'heure de Boubacar, vous avez dit, Oui. mais quels sont les autres aussi noms courants? Alors, il y a, moi, je me suis, je m'étais lancé dans un listing des noms authentiquement non que l'on ne retrouve même pas chez nos parents de la grande majorité de Sérère Sine. Par exemple, le nom de Gaïsir. Achar, c'est mon père. Vous le retrouvez nulle part. Ndjeniou, par exemple. Quel autre nom? J'ai toute une liste de noms. Goudan, Genout. Voilà, c'est des noms, mais authentiquement non. Je ne dis même pas sérère, mais authentiquement non. Alors que quand on va vers les patronymes, ce sont des patronymes qu'on retrouve chez tous les sérères. Faye, Ndjon, Ngom, Tin, Yum, voilà, qu'on retrouve. Très bien. Je crois que ça veut dire que donc l'identité culturelle non est très riche. Elle est très riche. Malgré les menaces. Malgré les menaces, voilà. C'est pour ça qu'il faut encore ce mouvement, j'allais dire, de redécouverte. Par exemple, nous avons des chants, Mbilim, voilà, qu'il faudrait peut-être commencer à collecter. Nous avons aussi des contes, des légendes, les histoires des villages. Heureusement d'ailleurs que les nouvelles technologies nous offrent cette opportunité justement pour s'engager dans la sauvegarde, collecter, numériser, stocker. Voilà. Absolument. Il y en a qui le font, mais j'ai encore quelques archives, je sais que d'autres aussi. Et surtout, depuis une dizaine d'années, peut-être un peu plus, nous avons de grands intellectuels qui ont fait l'université, qui sont allés très loin et qui aujourd'hui s'engagent dans la recherche de faits historiques. Ils vont dans des bibliothèques jusqu'en France pour collecter tout ce qu'ils trouvent et qui porte sur les noms. Pour la restauration et la sauvegarde de la culture non. Exactement. Par exemple, on a retrouvé des rapports de Pinet-Laprade. Pinet-Laprade, c'est les années 1880. Sur les nonnes, il n'était pas très tendre. Il trouve que nous sommes des têtes brûlées. Hein? Oui. Voilà, et c'est bon de collecter tout ça et d'avoir une mémoire collective, une mémoire qu'on peut exploiter. Très bien, très bien. Je crois que ça c'est important. Je crois qu'en tant qu'ambassadeur, vous y attelez probablement. Très bien. Maintenant, quelle a été un peu la résistance du peuple non face au royaume du Kayor, du Baol, etc. Alors, c'était je ne dis pas une guerre d'indépendance, mais c'était un mouvement pour préserver notre indépendance. La zone de Thiès, on s'est frotté au royaume du Kayor, on s'est frotté aux colonnes de l'armée coloniale dirigée par Pinet-Laprade, que je viens de nommer. Et c'était pour préserver notre identité, pour protéger notre terroir, pour protéger notre dignité. Pourquoi nous sommes allés nous installer au bas des falaises? Et simplement parce que en cas de bataille, ça s'est vérifié avec l'armée du Kayor, ça s'est vérifié avec l'armée coloniale, ça empêche la cavalerie d'escalader la colline. Absolument. C'est une colline faite de rochers. Absolument. Et d'épineux. Absolument. Et il était, quand on ne connaissait pas le infranchissable. Voilà. Absolument. Ça, c'était une tactique. Et une des figures qui a porté cette tactique le plus loin, c'est Kagne Faye, de son vrai nom Biram Faye. Oui. Mais Kagne, en sérère non, ça veut dire le brave, Kounyeme. Absolument. Voilà. On va y revenir d'ailleurs. Et quoi, d'ailleurs, cette tactique de repli a été la même tactique utilisée, n'est-ce pas, par les Vietnamiens. Exactement. Face à l'armée américaine. Exactement. Je crois que c'est quand même maintenant des stratégies et qui sont développées un peu partout. Maintenant, revenons un peu sur l'histoire de l'appellation de Thiès. L'histoire de Thiès.
C'est quoi, en fait, l'histoire avec les Sérères non? Alors, l'histoire de Thiès, c'est l'histoire, j'allais dire, précoloniale, les origines de Thiès. Thiès, le nom originel, c'est Ndiès, un village qui se trouvait, selon les témoignages de plusieurs chercheurs, dans l'actuelle promenade des Thiessois, donc au cœur de la ville, juste en face de la mairie. Il y a là un village qui s'était installé et qui s'appelait Ndiès. Ndiès, par déformation, a donné Thiès. Ensuite, autour de ce village, vous en aviez d'autres. Par exemple, il y avait Tchagnac. Dans mon village de Peykouk Sérère, aujourd'hui encore, pour dire je vais à Thiès, on dit Madiar Tchagnac. Tchagnac, on ne dit pas Thiès, okay. On dit Madiar Tchagnac. Et à côté, vous aviez les villages traditionnels, c'est Ngent, c'est Diakhao, c'est Djoum, Silmang, Sapko, Thiesnon, voilà. C'est, selon les historiens, c'est Thiesnon qui a été le premier village en contact avec les Blancs, donc avec l'armée coloniale. Et géographiquement, Thiesnon se trouve à quelques encablures de la colline. Donc c'est là que les gens se réfugiaient. Oui. Il y a un épisode d'ailleurs dans la bataille, la fameuse bataille des collines, où Pinet-Laprade a fait bombarder les villages non qui étaient là, incendiés. Il y a un chant, non Tamangwala, ça veut dire l'incendie des Wolofs, puisque les Wolofs s'étaient coalisés, puisque les nons, avec Cagne à leur tête, empêchaient le passage des marchandises, le passage des voyageurs de la presqu'île du Cap-Vert aux autres régions de l'arrière-pays. Et il y a ce chant qui a été, en souvenir de cette bataille. Très bien. Voilà. Donc c'est Thiès, mais vous avez tout à l'heure parlé de la menace de la langue. Mais si on voit historiquement, donc Thiès, en tout cas l'emplacement des nons, ne faisait partie d'aucune entité. Okay. On parle de Tchani. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quand même une incohérence de vouloir dire Thiès, capitale du Cayor? Mais oui, pour nous, c'est inexact. Thiès n'a jamais été la capitale du Cayor. Thiès était la capitale des Sérères non. Bien évidemment, j'ai fait allusion tout à l'heure à ce colloque qui s'est tenu les 1er, 2 et 3 avril à Thiès. Tout ça a été discuté et fait l'objet, j'allais dire, de rectification. La plupart des gens qui étaient là ce jour-là ont découvert que non, Thiès appartient aux Sérères non. Thiès n'appartient pas au Cayor. Et bien évidemment, nous respectons le découpage. Le découpage qui fait qu'aujourd'hui, en face de la mairie de Thiès, vous avez une statue de Lat Dior qui trône. Nous reconnaissons Lat Dior comme héros national, mais nous aurions préféré qu'on mette une statue de Cagne. Il faut quand même, je crois que c'est là, les gens ne le... Parce que je crois que c'est lié à une ignorance de l'histoire. C'est exactement, c'est ça. Le professeur Tchoub que j'ai mentionné me disait, mais vous devez vraiment peut-être organiser un colloque, revenir sur tout ça, etc. Oui, et refuser l'appellation non pour revenir à l'appellation Safi-Safi. Nous sommes des Safi. Très bien, je crois que ça c'est une révélation de taille. Je crois qu'une statue de Cagne pouvait cohabiter avec absolument, absolument. Je crois que là aussi, c'est du devoir peut-être de l'ambassadeur, de la communauté et des autorités d'œuvrer dans ce sens. Maintenant, quelle est aujourd'hui l'influence de cette culture non au niveau même de la ville de Thiès? Alors, l'influence de cette culture, la question m'a été posée.
Et je renvoie au tempérament et à l'organisation ainsi qu'à la vie sociale à l'intérieur de la communauté nonne. Le tempérament, c'est celui de refus, la préservation de la dignité, le vivre ensemble. Et surtout, je cite comme exemple la devise, ce que j'appelle, je considère moi que c'est la devise des nonnes, être droit comme un rognier. Hein, on a trouvé beaucoup dans les reliques maintenant. Justement, parce que dans le pays nonne, si je peux l'appeler comme ça, c'est un pays de rogniers. Que vous alliez, que ce soit dans le Tianguine, plus encore dans le Safi, du côté de l'Alan, dans le Fanden, dans le Lehar, vous avez des rogniers. Pour nous, le rognier, c'est l'arbre de la vie. Et il est tout droit. Absolument. Alors, quand nos parents nous disaient c'est notre devise. Et c'est une devise que nous aimerions partager avec l'ensemble du Sénégal. Absolument. La droiture, la justice, le sens de la mesure, le sens de l'autre. Voilà. Hein? Être droit comme un rognier. C'est ce legs, ce n'est que ce legs qui passe dans la culture sénégalaise, dans l'organisation, qui passe comme exemple à tous les Sénégalais, nous sommes heureux. Mais je crois que déjà, je crois que tous les cultures partagent cela. Voilà. Parce que finalement, on invite à la vertu. Exactement. Et je crois que, pour en fait, emprunter une image un peu florale, le rognier a été menacé. Oui. Même en voie d'extension. Exactement. Et de la même manière, je crois que la culture aussi non doit être en tout cas préservée pour qu'on n'arrive pas alors à cette situation. À cette situation, vous avez parfaitement raison. Le rognier, d'ailleurs, nous avons une figure emblématique de la communauté nonne, voilà, qui œuvre pour la protection du rognier, pour l'exploitation, pour la fabrication de divers objets utilitaires à partir du rognier, etc. Quand vous parlez de friction, il y a quelques années, une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, le pays nonne a eu des frictions, par exemple, avec les eaux des forêts. Nous plantons le rognier pour pouvoir l'exploiter et en vivre. Et pendant les années de sécheresse, les eaux et forêts vous disent, vous emprisonnent même parce que vous avez abattu un rognier ou que vous avez coupé les branches. Le nonne ne peut pas comprendre. C'est lui qui a planté, ou c'est son père. Il utilise les feuilles de rognier pour faire de la vannerie, aller vendre. Il utilise le rognier pour récolter du vin de palme, aller vendre. Il utilise le tronc du rognier pour la charpente de sa case. Absolument. Et on lui interdit de couper. Il ne peut pas le comprendre. Absolument. Mais ce que nous avons montré aux gens des eaux et forêts à l'occasion d'une recherche participative avec ENDA, pourquoi on tenait tant au rognier? C'est parce que le rognier conserve l'humidité du sol pendant la saison sèche. Et donc vous pouvez planter autour du tronc de rognier et pouvoir les exploiter pendant la saison sèche. Ce sont les nonnes qui l'ont appris aux ingénieurs agronomes des eaux et forêts. C'est déjà une bonne collaboration. et merci pour cette information. Maintenant, on ne peut pas parler aussi de l'histoire des Sérères nonnes, vous l'avez tout à l'heure brossé, sans parler de Kagne, dont on découvre aujourd'hui le véritable nom, c'est Biram Diouf. Qui était Kagne? Kagne, Biram Faye. Biram Faye. Alors, Kagne venait du village de Fanden. Du village de Fanden. Le village de Fanden, aujourd'hui, c'est une commune dirigée par une figure nationale, le ministre Augustin Tine, qui a été ministre des Forces armées, directeur de cabinet du président Macky Sall. C'est l'actuel maire. Il s'appelait Biram Faye. On lui a donné le surnom de Kagne, Kagne, le brave, le téméraire, voilà. Et c'est lui pratiquement qui... il avait son réseau d'informateurs sur les caravanes qui devaient traverser. Il leur coupait la route. Hein, il y a l'expression « adoukalpe ». Absolument. Voilà. Et il exigeait que ces gens payent un droit de passage avant de continuer leur chemin dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'il a été combattu par les Français, qu'il a été combattu par l'armée du Cayor. On raconte même qu'il poussait
sa témérité jusqu'à dire aux gens qui passaient, il faut quitter la route est fatiguée de te supporter. Jógal ci yoon bi sonn na. Absolument. Voilà, ça c'est dans la mémoire collective des nonnes, c'est resté encore. Hein. Oui. Moi, tout gamin, déjà, on connaissait l'expression. Très bien, mais Cagne, justement, pour rester avec Cagne, il a un peu n'est-ce pas, il y a une ambivalence sur sa personnalité. Pour certains, c'est un grand bandit, donc même le surnomme bandit social. Oui, tout à fait. Et les autres, n'est-ce pas, c'est vraiment un caïd. Ouais. Mais est-ce comment vous vivez cette ambivalence-là en tant que... Pour nous, nonnes, Cagne était une espèce de Robin des Bois. Parce que ce qu'il arrivait à grappiller sur les caravanes, il les redistribuait aux villages nonnes, aux familles nonnes déshéritées. Ça leur permettait de vivre. Et justement, quand on parle de justice, pourquoi les caravanes devaient payer un tribut au Cayor pour passer? Pourquoi devaient-ils payer un tribut, je ne sais pas, à Gorée ou ailleurs pour sortir les marchandises? Et quand ils traversent la zone de Thiès, ça devait être gratuit. Il a trouvé que c'était une injustice. Et il voulait réparer cette injustice-là. Maintenant, les victimes, entre guillemets, des agissements de Cagne le présentent comme un caïd, comme un chef rebelle, comme un meneur de bandits, comme voilà, un brigand, un adoukalpé, hein, puisque en fait c'était ça. C'était ça. Voilà. Mais aux autres, oui. Pour nous, Cagne, c'est un héros, un patriote qui défendait sa communauté, qui défendait les droits et qui voulait que l'on soit juste avec les Sérères nonnes. Où trouvent ces restes maintenant? Les restes de Cagne? Alors, les restes de Cagne, malheureusement, je ne pourrais pas vous dire. Je continue mes recherches. Je connais, j'ai retrouvé des familles des descendants de Cagne, malheureusement qui n'ont pas les sources. Ces petits-fils, ils ont du mal à reconstituer l'histoire. Ils savent juste, quand vous allez en Guinth, il y a une famille, c'est des petits-fils de Cagne, mais leurs parents sont partis sans qu'ils aient collecté les sources. Il y a Thomas Gane Diouf de Morolan qui a fait des recherches assez poussées et qui a même pu établir qu'en fait, il y avait plusieurs Cagnes. Le Cagne auquel nous faisons allusion à Thiès, c'est celui qui était de Fandène, Biram Faye, mais il y a eu d'autres Cagnes de Palo, de Lamlam, etc. Très bien. Donc, mais aujourd'hui, quel est le plus grand, je vais dire, héritage légué par les nonnes à la ville de Thiès? Le plus grand héritage, ce sont les quartiers traditionnels. Mais même les Thiessois ne connaissent pas toujours, ignorent, par exemple, de savoir le quartier Diakhao. Oui, Diakhao, c'était un laman qui a donné son nom, un laman de Nguent qui a donné son nom au quartier. Oui. C'est un des quartiers les plus connus. Oui, oui. Voilà, le quartier de Nguent. Vous avez Nguent Sérère, Nguent portugaise, au cœur de la ville de Thiès. Vous avez Djoum, comment ça s'appelle, juste à Vango, le quartier de Vango, qui est vraiment au cœur de Grand Thiès. Et il est notable de remarquer d'ailleurs, dès que vous allez là, vous savez qu'il y a les vestiges d'un ancien village, parce que le tracé n'est pas toujours correct. On retrouve encore des pâtés de maisons, hein, et on sent encore l'aspect village. Donc en fait, la ville de Thiès s'est dessinée à partir de ces quartiers-là. Vous avez cité Balabé, etc., tout ça. Donc Thiès a été dessiné autour des quartiers, des villages traditionnels. Hein. Et autour de la ville de Thiès, maintenant, vous avez toute la périphérie, les villages de Peykouk Sérère, mon village, Ngoumsan, vous avez Silmang, voilà, Pognin,
quand vous allez sur la route de Tivaouane, Tchapon, voilà, c'est-à-dire au fur et à mesure que les Wolofs, il faut les nommer, arrivaient, les Sérères reculaient, en disant, il ne faut pas qu'on se mélange avec ces gens-là, nous allons perdre notre identité et notre âme. Absolument. Voilà. C'est ce qui fait donc qu'il y a toujours alors une volonté de se retirer encore vers l'arrière-pays. Exactement, pour rester soi-même, pour garder son identité. Et nous avons éduqué là-dedans, tout petit, quand tu vas à l'école, les instructions que tes parents te donnent, méfie-toi des enfants wolofs. Méfie-toi, hein, vous allez ensemble, ils vont t'influencer, vous allez commettre des bêtises. Eux, leur père peut les sortir de la police, ton père badole. Voilà, on nous éduquait. Voilà, il y avait cette mise en garde formelle, en disant, il ne faut pas vous mélanger avec le... Pourtant, c'était nos camarades de classe et puis il n'y a rien eu. Oui, mais quand on parle aussi de Thiès, on est peut-être obligé de faire une petite plongée historique, parce que le cercle de Thiès était grand. Très bien. Elle est jusqu'aux environs même de Thiaroye, hein, ouais. Avant même qu'on ne créa, n'est-ce pas, le cercle du Bawol. Donc le cercle de Thiès était un cercle très, très étendu. Et qui parle de cercle, pense aussi au recrutement, à l'enrôlement. On voit qu'il y a beaucoup de Sérères non qui sont dans l'armée. D'où cette tradition? Alors, non, c'est quelque chose de nouveau. Parce que, historiquement, nous avons été réfractaires à l'enrôlement. Pendant les 2 guerres mondiales, par exemple, les collines dont je vous parle étaient un lieu de refuge pour ne pas se faire enrôler. Aller se faire tuer pour une cause qu'on ne connaissait pas et qui n'était pas la nôtre, voilà, nous avons manifesté notre tempérament rebelle refus. Très peu de nonnes ont pu être enrôlés. Ça a changé. D'ailleurs, de manière générale, on n'aimait pas l'uniforme, la tenue militaire. Vous avez des villages ou des quartiers dans les villages où aller se faire gendarme, douanier, c'était une malédiction. Cela a changé, et heureusement que ça a changé. Aujourd'hui, nous avons des généraux. Le plus connu, c'est mon cousin, général Jean-Baptiste Tine, qui a été ministre de l'Intérieur, qui a commandé la gendarmerie. Il y a le général Victor Tine, qui a commandé le groupement national des sapeurs-pompiers. Nous avons des officiers, nous avons des cadres, de grands intellectuels et tout. Et nous participons à la construction du Sénégal moderne. Très bien. Ça nous mène justement à la question suivante. Quel est l'apport maintenant des noms dans ce vivre, n'est-ce pas, de ce vivre ensemble du Sénégal? Mais je reviens à notre tempérament. J'ai écrit un article à l'occasion du 4 avril pour dire que les nonnes avaient donné à la ville de Thiès leur tempérament et leur culture. On parle de la ville du refuge Thiès. Oui, voilà. La Thiès, ville de reçu. Exactement. Exactement. Nous nous reconnaissons là-dedans et nous disons, mais dans quelle mesure nous n'avons pas d'étain sur ces gens qui se sont illustrés pour refuser la domination, pour refuser l'exploitation. Quelque part, nous les avons inspirés. Très bien. Le deuxième apport, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons une devise que nous aimerions partager, que nous aimerions que tous les Sénégalais adoptent. Être droit comme un rogné. Absolument. Très bien. Maintenant, que retenir fondamentalement des noms? Nous sommes une communauté paisible, à condition qu'on ne marche pas sur nos droits, historiquement, traditionnellement, culturellement. Nous voulons le respect.
ce que nous partageons avec l'ensemble des Sénégalais. Aujourd'hui, le Sénégal œuvre, appuie, et je crois que nous l'avons réussi, une politique de vivre ensemble, une commune volonté de vie commune. C'est dans cela que nous, les nonnes, nous nous inscrivons. Être un membre à part entière de la communauté nationale. Sauf que nous avons un problème. Nous sommes traditionnellement des paysans et il se trouve qu'avec l'urbanisation sauvage et galopante, nous avons de moins en moins de terres à cultiver. Nous sommes un peu comme les Peuls qui étaient nomades et qui ont tendance, du fait de l'urbanisation, de la raréfaction, qui sont en train de devenir sédentaires. Nous vivons, nous avons les mêmes états d'âme de ne plus pouvoir cultiver et vivre de l'agriculture. Or, les solutions ne sont pas toujours évidentes. Ça veut dire qu'il faut aller chercher un emploi salarié pour s'en sortir. Et avec la situation actuelle, ce n'est pas toujours très facile. Voilà. Donc, d'une part, nous revendiquons notre appartenance à la communauté nationale. Nous voulons prendre part à la construction de ce pays. Nous y sommes engagés. Mais d'autre part, nous sommes en train de perdre une partie de nous-mêmes. C'est vrai que beaucoup de communautés sont confrontées à ce problème. Exact. Parce que je crois que la modernisation aussi, bien la modernité aussi est passée par là. Est passée par là. Maintenant, on ne peut pas parler de vous sans parler un peu du journalisme. Quelque part, vous dites que c'est comme par prédestination que vous êtes arrivé dans cette fonction, dans ce métier. Et aussi, l'autre question, c'est que vous parlez aussi quelque part de journaliste douanier, de journaliste magie, rapidement avant le mot de la fin. Oui, le journalisme est, j'allais dire, un très beau métier que j'aime pratiquer, même si je ne suis plus aussi actif qu'auparavant, oui, mais il m'a apporté beaucoup de joie, beaucoup de réussite, beaucoup de satisfaction. Et quand vous faites allusion, je rigole, journalisme douanier, journaliste Cup Magie, c'est simplement des formules que j'ai trouvées pour faire passer un enseignement dans la formation de journalistes de base. Je dis à mes apprenants, quand vous allez devant un cordon douanier à la frontière, le douanier, qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'avez-vous à déclarer? Il dit, il fait son métier. Mais quand on entend un journaliste poser une telle question, qu'avez-vous à déclarer? C'est qu'il n'a pas préparé son interview, c'est qu'il n'a pas maîtrisé son métier. Parce que tout le monde peut le dire. Poser la question, qu'avez-vous à déclarer? C'est le signe de l'impréparation du journaliste. Or, une interview, ça se prépare avec des questions documentées, hiérarchisées, harmonisées. Voilà, et je dis, évitez d'être un journaliste douanier. Encore, je respecte les douaniers, mais c'est deux choses très différentes. Le journaliste Cup Magie, on en voit énormément aujourd'hui. Un des premiers slogans, une des premières publicités de Cup Magie, à toutes les sauces. On retrouve des journalistes à toutes les sauces. Tout régime politique qui vient, ils en sont le turiféraire, encensé. Ils ont oublié le précédent. Ils pensent que l'actuel régime aurait dû arriver plus tôt. C'est eux les sauveurs de la nation et ils leur trouvent des titres ronflants. Voilà. Aucune dignité, aucune éthique. Et enfin, il y a le journaliste, j'allais dire Bilélé. Bilélé, c'est le nom d'un illustre confrère d'un pays de la sous-région qui s'était illustré en donnant une fausse information dans une situation de guerre. Il a annoncé qu'un chef de guerre avait été tué et ce même chef de guerre a démenti sa propre mort sur les ondes d'une radio internationale en disant
si j'attrape, if I catch him, ce journaliste, voilà. Donc je dis, arrêtez, il ne faut pas être un journaliste bilélé, il ne faut pas être un journaliste cube magie, il ne faut pas être un journaliste douanier. Soyez journaliste, rigueur professionnelle. Ça passe par une formation initiale. Ça passe par une formation. Or, vous le savez comme moi, beaucoup de journalistes exercent le métier et n'ont pas appris la grammaire journalistique pour pouvoir l'exercer en toute connaissance de cause. Je crois que ça, c'est l'avis de l'expert. Maintenant, votre mot de la fin, M. Faye. Le mot de la fin. Je voudrais, en ma qualité d'ambassadeur de la culture non, inviter les uns et les autres, tous les Sénégalais, à s'inspirer des valeurs de notre communauté. La dignité, la persévérance, le courage et surtout la notion de paix, de bon voisinage et de respect mutuel. Voilà ce à quoi j'invite les Sénégalais, tout en vous remerciant de me donner l'occasion de pouvoir le faire à partir de ce plateau éducatif. Lancer un message d'éveil et d'éducation à l'ensemble du Sénégal. Maintenant, comment voyez-vous Canal Éducation? Vous avez fait une petite visite guidée. Pendant que j'étais à la RTS, je connaissais la radio-télévision scolaire. Mais j'ignorais, je n'étais jamais venu là. Je sais que des confrères venaient ici pour produire l'émission chronique de l'École Nouvelle, je ne sais plus quelle autre émission. Dans mon vécu journalistique en dehors du Sénégal aussi, j'ai eu à travailler avec des structures pareilles. Par exemple, en Guinée, j'avais travaillé sur un projet avec la radio scolaire, comment enseigner l'éducation civique à partir des valeurs de notre tradition. Par exemple, je prends un exemple. Vous voulez enseigner à vos élèves ce qu'est la dignité ou les droits de l'homme. Vous n'allez pas tout de suite aller Déclaration universelle des droits de l'homme, mais nous sommes, par exemple, en milieu malinké, comment dans la tradition se manifeste le respect d'autrui, la préservation de la dignité. Ça peut être un proverbe, ça peut être un conte, ça peut... Voilà. À partir de là, vous enseignez à l'enfant une valeur avec des référents culturels de son propre quotidien, de son propre milieu. C'est seulement plus tard que vous pourrez faire la correspondance avec le droit moderne ou avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc je suis très à l'aise vraiment pour savoir l'importance de Canal Éducation. Et je vous encourage, je vous félicite. Très bien. Donc, si ça vient d'un doyen, en tout cas, Canal Éducation aimerait bien, avec votre expérience guinéenne, par exemple sur l'éducation civique, échanger pour mieux approfondir, parce que c'est une approche qui me paraît tout de même assez didactique. Donc, chers téléspectateurs, comme vous le savez, l'émission est passée très vite. Et le temps aurait dû, comme dire, suspendre son vol, à nous laisser le temps encore de continuer, mais ce n'est que partie remise. Et je crois que nous aurons l'occasion encore d'avoir M. Faye sur ce plateau pour encore approfondir un peu cette question que nous avons effleurée aujourd'hui, parce que je crois qu'il est important que dans le cadre, n'est-ce pas, du travail mémorial et du devoir de mémoire, que toutes les communautés, surtout les communautés dites, en tout cas au nombre numérique pas relativement important, soient quand même portées, n'est-ce pas, devant l'écran pour que les gens puissent les connaître davantage. Ça a été un énorme plaisir de recevoir M. Faye, comme je l'ai dit, un monument du journalisme sénégalais africain. Et chers téléspectateurs, je crois que vous avez bien aimé ces moments d'échange. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. Merci.